Bonjour à tous, bienvenue dans cette interview. Aujourd'hui, j'interviewe Can, le gentleman motivateur, serial entrepreneur. Can, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Salut, je vais me présenter très rapidement et merci de m'avoir en interview aujourd'hui. Je suis serial entrepreneur. J'ai commencé à entreprendre en 2001, pendant que j'étais encore étudiant. Avant, j'entreprenais d'une autre manière, on va dire, plutôt sous forme associative, parce que j'étais beaucoup dans la danse hip-hop. Et donc, j'ai commencé en 2001 en tant que… Alors, j'ai fait un petit peu tout. J'ai fait euh, d'abord à mon compte à l'URSSAF, ensuite donc en indépendant, on va dire. Ensuite, j'ai fait intermittent du spectacle entre la danse et la télé. Je bossais pas mal en télé. Après, j'ai monté un collectif. Après, j'ai été à la Maison des artistes. Enfin, en parallèle, j'étais à la Maison des artistes. Après, j'ai monté une SARL et ensuite, j'ai monté que des SAS. Avec des business models très différents. Le business model du mec en solo, business model du collectif, business model d'agence, business model de start-up, start-up dans l'innovation, start-up dans l'innovation de service. Donc, j'ai fait quand même beaucoup de choses assez différentes qui m'ont à chaque fois appris énormément, autant sur le business que sur moi-même. Donc, voilà globalement mon parcours. Et aujourd'hui, je me définirais plutôt comme un accompagnant à la transformation, globalement. Mais si on devait mettre une étiquette, on dirait mentor, business coach, avec une spécificité dans le marketing. Voilà. Ok. Et est-ce que tu es multipotentiel? Comment ça se fait que tu fait plein de projets comme Ouais, ça dans ta vie? on pourrait dire ça. On pourrait dire ça. C'est vrai que euh, un de mes talents, c'est de comprendre des schémas, on va dire, de comprendre des systèmes et après de savoir soit les reproduire, soit les utiliser. Donc très souvent, par exemple, je vais donner des exemples. Je me suis mis à la photo. En quelques mois, j'ai pu faire des choses assez poussées, aller assez loin, arriver à un certain niveau de qualité parce que j'ai pu identifier quels étaient les points principaux qui faisaient une bonne photo. Je me suis mis au Krav Maga, j'ai été champion de France parce que j'ai identifié quelles étaient les choses à bien travailler. Et c'est marrant parce que Tim Ferriss, quand j'ai lu ses bouquins, c'est quelqu'un qui allait beaucoup justement à l'essentiel pour trouver pile les choses qui fonctionnaient pour arriver à un objectif. Et moi, j'ai beaucoup fonctionné comme ça dans ma vie. Donc là encore, je me suis mis il y a quelques années à bricoler des vieilles motos. J'avais jamais fait de mécanique ni rien. Et voilà, j'ai fait redémarrer des motos qui avaient démarré depuis 10 ans, des choses comme ça. Donc, on va dire que une de mes capacités, c'est de comprendre des choses et puis de les mettre en application. Donc ça, je le mets je l'utilise à différents niveaux et dans le marketing, je l'utilise aussi au niveau de la psychologie parce que comprendre les choses dans son ensemble, pour moi, ça implique aussi comprendre le fonctionnement humain, comprendre le fonctionnement du cerveau. Et j'ai cette capacité-là assez facilement voilà, à comprendre les schémas, à comprendre les choses. Donc, on pourrait dire oui, multipotentiel, mais ça m'a aussi causé du tort. Et comme beaucoup de multipotentiels, de slashers, parce que souvent les slashers sont des multipotentiels, l'envie de faire beaucoup de choses et la croyance que, en fait, je m'ennuyais vite. En fait, c'est ce que je me répétais tout le temps. Je me dis, ouais, mais moi, je m'ennuie vite, il faut que je fasse plein de trucs. Donc, je faisais plein de choses. Et je nourrissais cette croyance tout le temps jusqu'au jour où je me suis rendu compte que, par chance, j'ai croisé les doigts, par chance, j'ai pas fait de burn-out, mais beaucoup, dans mon cas, ont fait ou auraient fait des burn-out. Parce que c'est difficile d'avoir 5-6 business en parallèle et en dormant un jour sur deux, etc., et de ne pas faire de burn-out. J'ai eu de la chance, entre guillemets, mais je me suis rendu compte aussi, et ça m'a pris des années et des années, puisque ça fait globalement à peu près un an que je m'en suis rendu compte, qu'au final, c'est une histoire que je me racontais. Et on pourra y revenir pourquoi, mais c'est une histoire que je me racontais qu'il fallait absolument que je fasse 1000 choses pour être épanoui. Et quand j'ai mis le doigt sur un truc, boum, j'ai plus besoin de faire 1000 trucs, un seul truc, et ça me nourrit amplement. Alors, t'as mis le doigt sur quoi? Alors, euh, pour moi, un des trucs qui a été le plus important et le plus déterminant, c'est de comprendre déjà qui j'étais réellement. Je dis qui j'étais réellement, c'est-à-dire une fois qu'on enlève les couches de qui je crois être, de ce que veut la société, bon, la famille, tout ça, non, parce que ma famille, au contraire, ils m'ont toujours soutenu et ils n'ont jamais cherché à coller un calque. Mais la pression que je me L'ego suis mis aussi. moi-même, l'ego, la pression que je me suis mis moi-même de ce qu'était la réussite,
mes blessures, des mémoires presque ancestrales, on va dire. Je peux même les nommer, des mémoires d'esclaves, puisque je suis descendant d'une lignée d'esclaves, puisque je suis de la Guyane. Donc, toutes ces choses-là qui m'ont, entre guillemets, alors c'est de l'épigénétique, on peut appeler ça par plein de noms, mais qui m'ont mis dans un certain conditionnement. Et quand j'ai commencé à enlever toutes les couches de ces conditionnements, je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de bosser dur. Mais ça, je l'ai déjà réglé depuis un moment, mais je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de faire 1000 choses non plus. Et ce qui a été aussi déterminant, c'est justement d'avoir, entre guillemets, trouvé ma voie. Alors, on peut parler de plein de choses. On peut parler de mission de vie, on peut parler de zone de génie aussi, tout ça. Je mets un peu tout ça dans la même case, puisqu'au final, c'est se trouver, se connaître, apprendre à savoir qui on est vraiment, apprendre à savoir là où on a réellement des forces. Et à partir du moment où j'ai fait ça, je me suis rendu compte que ce que je faisais me nourrissait tellement que je n'avais plus besoin d'être nourri par 1000 autres choses. Et c'est ça pour moi qui est souvent un problème, que ce soit la procrastination, que ce soit pas mal de peur, que ce soit aussi cette tendance à se lâcher. Tout ça, à mon sens, c'est lié au fait qu'on n'est pas assez nourri par une chose. On n'a pas de sentiment de satiété par ce qu'on fait, donc on est obligé d'aller se nourrir ailleurs ou d'aller picorer dans plein de choses. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu et ce que je vois aussi chez mes clients et sur lequel on va travailler. Tu disais dans un de tes derniers posts que le premier obstacle de l'entrepreneur, c'est l'entrepreneur. Et ouais, à plein de niveaux. Alors, je vais donner une référence qui est pour le coup pas de ma génération, mais que je trouve assez marrante. C'est un peu comme un Pokémon. Il doit évoluer. C'est-à-dire que l'entrepreneur, très souvent, surtout s'il a une croissance rapide, il peut avoir une entreprise qui croît beaucoup plus vite que lui ne peut croître en tant qu'individu. Et le résultat de ce qu'il peut avoir est intimement lié à qui il est. Par exemple, si moi, dans ma version de la réalité de ma réussite, c'est difficile d'atteindre 1 million, là, je vais parler juste d'argent, mais il n'y a pas qu'au niveau de l'argent. Ça veut dire que je vais caler tout dans mon entreprise à ce niveau-là, en me disant, voilà quelles sont mes ambitions, voilà quelles sont mes possibilités, voilà quelles sont les actions que je vais faire, et je vais jauger tout par rapport à ça. Même par rapport à la vente, et je le vois puisque mon expertise, c'est d'emmener mes clients à mettre en place une offre haut de gamme, pas juste pour gagner beaucoup d'argent, mais parce que pour moi, haut de gamme, ça veut dire beaucoup de valeur, apporter un impact très fort, apporter de vraies transformations et des transformations profondes. Bien, je me rends compte que très souvent, la difficulté première, c'est de vendre à un prix qu'ils estiment être un prix pour eux élevé. Pourquoi? Parce que c'est une projection de la valeur qu'ils ont. Donc, la première limite, c'est eux. Et si je ne les poussais pas au-delà de leur retranchement, ils resteraient justement dans cette limite. Donc, moi, j'aide les entrepreneurs, je vais les aider à pousser un peu leurs limites sans les pousser dans leur zone de danger parce qu'il y en a qui sont revenus aussi de certains coachings, pas de mes coachings, mais d'autres coachings un peu comme ça, des coachings qui poussent un peu fort ou en tout cas pour eux un peu trop fort, où ils se sont retrouvés au contraire dans des zones de danger, ils ont perdu confiance en eux, etc. Donc moi, c'est jauger ça avec le client et parce que justement, la première limite, ça va être lui. Et tu peux faire que ce que tu arrives à comprendre entre guillemets. C'est-à-dire que quand tu prends une décision, cette décision, elle est liée à ta compréhension du monde, à ta compréhension de ton marché, à ta compréhension de toi-même. Donc, ça veut dire que la limite, elle est là. Si ton champ, il est ouvert comme ça, ta limite, elle sera là. Si ton champ, il s'ouvre progressivement comme ça, bah, ta limite, elle va être étendue. Et c'est pour ça que c'est aussi important, à mon sens, de travailler sur son mindset. Alors, très souvent, ce qui se passe, c'est que des entrepreneurs vont travailler sur leur mindset dès qu'ils arrivent à un certain niveau, en se disant, OK, là, il faut que je travaille sur mon mindset. Alors que pour moi, c'est commencer à le faire très tôt pour que notre plafond de verre soit beaucoup, beaucoup plus haut. Parce que certaines personnes vont faire ça. Ils vont évoluer, hop, ils avancent, ils trouvent un plafond de verre. Ils vont encore évoluer, hop, il y a le plafond de verre, etc., etc. Et donc, ils se retrouvent, quand je dis plafond de verre, ça peut être des choses très, très, très difficiles à vivre. C'est quoi ma capacité à gérer tel flux monétaire? C'est quoi ma capacité à gérer tel niveau de pression? C'est quoi ma capacité à gérer tel niveau de clientèle? Pour moi qui me suis retrouvé très vite avec des gros clients comme Dior, Armani, etc., j'ai vu qu'à un certain niveau, il y a une exigence qui est hors norme, puisque ce sont des boîtes qui font des chiffres d'affaires exceptionnels, qui touchent dans le monde entier, qui ont une réputation à maintenir. Et j'ai compris très, très vite qu'il fallait que moi, je sois à la hauteur et que je pousse mon mindset euh,
Alors, on va peut-être revenir à ce que ça veut dire mindset, mais je pousse mon mindset au maximum pour que je ne devienne pas la limite de l'entreprise. Voilà globalement pour moi, pour moi c'est important de bosser sur son mindset. Ton entreprise est directement proportionnelle à qui t'es en tant qu'individu et où se situent tes barrières mentales. Et, euh, et c'est marrant parce que c'est- j'ai des exemples à donner par rapport à ça. Si, si, si tu as peur de ne pas être aimé, si tu as besoin d'amour, de validation, euh, tu vas pas oser vendre. Si tu as l'impression que ce que tu donnes, ça a pas assez de valeur, enfin, si tu t'aimes pas, quoi, qui va vouloir t'aimer? Exactement. Et enfin, c'est directement proportionnel, ton niveau de croyance Bah, c'est avec ça. tes actions posées derrière, quoi. C'est ça. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'un business, ça amplifie tout, en fait. L'argent est un amplificateur, le business est un amplificateur. L'argent, pour moi, c'est une personne qui dit, moi, quand j'aurai de l'argent, je vais donner aux enfants pauvres, je vais monter des écoles. Non, tu vas faire tout ce que tu fais aujourd'hui, mais fois 1000, quand tu auras peut-être 1000, 10, 100 fois 1000 fois plus d'argent. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas se mentir et commencer à changer aussi avant d'avoir plus d'argent et avant de toucher ses limites. Et moi, j'aime bien cette phrase qui dit, qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais on le voit tel que nous sommes. Parce que là, ça montre bien à quel point on peut avoir des limites et avoir des barrières mentales. Et la meilleure des choses, c'est de se retourner et de se dire, waouh, je pensais comme ça il y a un an, je pensais comme ça il y a 2 ans, et de se rendre compte en fait qu'on s'est transformé et qu'on a fait évoluer ses croyances. Et c'est pour ça que je, je regarde avec beaucoup d'empathie et beaucoup de compassion les gens qui ne croient pas, par exemple, quand on va leur dire, bah oui, faire 6 chiffres par mois, etc., ils vont dire, non, mais c'est que des mythos qui disent ça, etc. J'ai beaucoup de compassion pour eux. Je, je, voilà, quand je dis compassion, c'est vraiment parce que je les comprends. Je comprends que selon leur niveau de croyance, c'est impossible. Et j'essaie juste de leur faire comprendre que le problème, c'est pas l'autre. Le problème, c'est leur croyance. Et c'est de se rendre compte pourquoi je crois ça, pourquoi je crois que c'est impossible, et juste d'observer cette croyance. Qu'est-ce que ça dit de toi quand tu exposes ces croyances? Et chacun peut faire cet exercice. Moi, je le fais régulièrement moi-même. C'est quand je me heurte à une croyance, à un truc en me disant non, mais ça, c'est pas possible pour moi, ou ça va être difficile, etc. Je prends un peu de recul et je me dis pourquoi je pense ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ça dit de moi? Comment est-ce que je peux faire évoluer cette croyance pour au contraire que ce soit possible? Et c'est pas uniquement faire de la psychologie positive en répétant c'est possible, c'est possible, c'est possible et ça devient possible. C'est aller vraiment travailler sur les choses qui méritent d'être travaillées pour que ma croyance change vraiment. Pas uniquement parce que je me dis qu'elle a changé, mais parce qu'elle a changé profondément. Et c'est le lien là que tu fais avec le business, c'est exactement ce qui se passe aussi dans les relations humaines. Quand on n'aime pas quelque chose ou quand on a quelque chose qui nous énerve chez nous, c'est parce qu'on soit on se l'autorise pas à le faire soi-même, soit ça a Tout à fait. bafoué une de nos valeurs. Et donc on se Tout sent à mal par fait. rapport à ça parce que l'autre est un miroir de qui on est, quoi. Exactement, exactement. Et c'est pour ça que quand je travaille avec mes clients, la première session qu'on fait, on l'a fait sur les valeurs, la vision et la mission. Les valeurs, pour moi, c'est hyper important. Ça pose un cadre, en fait. Ça nous permet déjà d'identifier ce qui est important pour nous. Mais aussi, très souvent, les valeurs, elles sont reliées à des comportements qui sont, pour moi, les zones d'ombre de ces valeurs. Un exemple, les gens qui sont très libres en général, ils ont souvent un problème d'engagement. C'est-à-dire, OK, parce que justement, la valeur liberté, elle est très importante pour moi, bah, l'ombre de cette valeur liberté, c'est parfois un manque d'engagement. J'ai peur de m'engager dans des choses qui sont sur du trop long terme parce que j'ai peur de perdre ma liberté, etc. Et quand on identifie en fait quelles sont les zones d'ombre de ces valeurs, ça nous permet d'anticiper quels vont être nos comportements et de se dire, ben, c'est pas une mauvaise chose, mais il faut juste que j'anticipe et que je comprenne que parce que j'ai une valeur liberté très forte, je risque d'avoir une valeur, enfin, une difficulté à m'engager, et que quand je la vois arriver, je sais pourquoi elle arrive et je sais la traiter, et je sais pourquoi elle est là. Et ça ne devient pas non plus quelque chose où je m'auto-flagelle en disant ouais, mais de toutes les façons, je déçois tout le temps tout le monde. Non, c'est de dire non, ok, j'ai une valeur qui est importante, c'est une valeur liberté, c'est pourquoi j'agis comme ça. Mais par contre, je vais faire attention à ce que ces zones d'ombre ne viennent pas, entre guillemets, phagocyter ou saboter ce que cette valeur est censée apporter. C'est intéressant ce que tu dis parce que on a toujours
des zones d'ombre par rapport à nos zones de lumière qui sont proportionnelles à Ouais. celles-ci. Et par exemple, si quelqu'un de très gentil, très très gentil, pour équilibrer, eh ben, il va être très très méchant dans sa zone d'ombre. Et le but, c'est d'arriver à jouer avec ces zones de lumière et ces zones d'ombre, parce que c'est ce qui fait que tu es dans ton entièreté, que tu es complet, et d'arriver à en jouer pour trouver justement bah, tes forces, quoi, pour en faire des forces. Je te donne mon exemple personnel. Ma zone d'ombre, c'est que je vais toujours à l'extrême dans ce que je fais. Hmm. Euh, j'arrive, je veux faire du sport, mais je suis à l'extrême pendant 3 semaines et après j'arrête parce que je suis épuisé ou tout le temps à l'extrême ou j'arrête totalement, quoi. J'arrive pas à équilibrer. Et donc, ma zone d'ombre, c'est ça. Et je dois jouer avec ça, avec cet extrême pour arriver à trouver un équilibre et à l'utiliser à l'utiliser, voilà, Ouais. pour être utile aux autres. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder derrière ces comportements, qu'est-ce qu'il y a comme motivation sous-jacente. Par exemple, euh, une motivation sous-jacente dans le fait d'être à l'extrême, ça peut être le fait de ressentir de l'adrénaline. Et après, la vraie question à se poser, c'est comment est-ce que je peux ressentir de l'adrénaline au quotidien de manière mesurée pour que ça nourrisse mon besoin physique et psychologique sans que ça vienne, entre guillemets, voilà, saboter, puisque après, tu identifies un comportement. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans les dynamiques qu'il y a dans l'humain, c'est que tu as différents niveaux. Et tu as des niveaux qui sont sous-jacents et qui vont presque tout conditionner. Mais si tu les as pas compris, tu vas juste te dire, bah ouais, mais en fait, moi, je suis pas quelqu'un de sérieux ou je suis pas quelqu'un d'engagé, etc. Non, c'est juste qu'il y a une dynamique qui est sous-jacente et si tu la comprends, tu peux l'utiliser à bon escient. Et c'est pour ça que j'aime bien, je ne suis pas du tout pro psychologie positive, dans le sens où il faut se dire que tout va bien, etc. Parce que souvent, ça évite de se confronter à ces zones d'ombre. Et moi, pour moi, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que mes zones d'ombre, je les embrasse, elles font partie de moi. Et j'évite d'être dans une séparation, le bien, le mal. Il y a juste des choses qui ont différentes polarités et c'est bien de comprendre en fait les différentes polarités, de parfois savoir naviguer dans ces polarités parce qu'effectivement, une personne, comme tu disais, qui peut se considérer comme trop gentille, parfois, elle peut aussi avoir tendance à dire bah, moi, je ne sais jamais dire non. Et à un moment, elle bascule juste d'un moment à l'autre dans un truc ultra, ultra extrême ou violent et qu'elle ne contrôle pas et qu'elle n'aime pas voir en elle. Mais si on arrive justement à comprendre que ces zones d'ombre sont là, à les embrasser, à se dire ok, je sais que je suis peut-être trop gentil par nature ou que je choisis de l'être, mais je sais aussi que je peux bouger le curseur et qu'à des moments, je suis capable de dire non. Et ça évite d'aller aussi dans trop d'extrêmes. Donc pour moi, c'est ça qui est important. Et derrière tout ça, c'est aussi une question de mindset, c'est de travailler sur son développement personnel pour apprendre à se connaître. Quand je te disais tout à l'heure que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est aussi pour moi, c'est une plateforme de croissance de l'individu aussi, l'entrepreneuriat. Tous les entrepreneurs que je vois qui sont entrepreneurs depuis un moment, ce sont les gens que j'estime dans mon entourage être les personnes les plus évoluées dans la compréhension de qui ils sont, peut-être aussi parfois dans l'acceptation des autres, parce que quand on se comprend soi, c'est plus facile de comprendre les autres et d'accepter les autres. Quand on s'aime soi, c'est plus facile d'aimer les autres. Quand on a de la bienveillance pour soi, c'est aussi plus facile d'avoir de la bienveillance pour les autres. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ça qui est intéressant. Au-delà de… Alors oui, je trouve ça génial de pouvoir avoir un impact et d'impacter la société. Je trouve ça génial de pouvoir générer des choses que peut-être nos parents, nos ancêtres n'ont pas pu générer, de faire des choses, de créer peut-être comment dire, un héritage. Et quand je dis héritage, c'est pas juste pour soi ou ses enfants, mais c'est aussi pour la planète, pour les autres. Mais c'est aussi génial, je trouve, comme plateforme pour évoluer soi en tant que personne, en tant qu'individu. Et voilà. Donc ça, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est bien dans ce sens-là. Mm. Et à ton avis, comment ça se fait que les personnes qui débutent, on en parlait en off, s'attardent, enfin veulent absolument des techniques, du marketing, etc. Ouais. et ne veulent pas travailler sur elles d'abord. Ça, c'est tout à fait normal. En fait, comme je disais, justement, il y a différents niveaux. Et je pourrais même dire différents niveaux de conscience. Il y a un niveau qui va être purement reptilien. C'est au niveau du cerveau reptilien. C'est le niveau de survie. Et ce niveau de survie, il fait appel à certaines choses. Donc,
on le voit bien, les gens qui jouent sur du marketing de la survie, entre guillemets, qui parlent juste au cerveau reptilien, ce sont les gens qui mettent à fond de l'urgence, de la rareté, attention. Et je critique pas, je dis pas que c'est bon ou mauvais, mais ça attire juste une certaine type de population qui va être très en mode cerveau reptilien. Il y a un bon côté de ces choses-là, c'est que ce sont des gens qui vont prendre des décisions rapides parce que ça fait appel à leurs angoisses, à leurs peurs, à leurs sentiments de survie, puisque derrière tout ça, c'est la vraie dynamique, c'est la dynamique de survie en vrai, quand on touche le cerveau reptilien. Mais le côté négatif de ça, c'est que ça va être les pires clients si jamais ils n'ont pas ce qu'ils veulent, parce qu'ils se mettent justement en mode survie, en mode combat-fuite. C'est soit je fuis, j'arrête de payer, c'est un réflexe humain. Je fuis, soit je combats, donc je vais rentrer Confrontation. en confrontation. Et je vois les entrepreneurs qui ont le plus de problèmes sont ceux qui jouent sur ces leviers-là, parce que ça touche le cerveau reptilien. Donc, justement, quand on est sur ce mode-là, parce qu'on a beaucoup de peur, parce qu'on a beaucoup d'angoisse, parce qu'on a peur de ne pas réussir, parce qu'on a absolument, entre guillemets, envie de réussir, mais c'est lié plutôt à un sentiment de survie, on a tendance à vouloir que ce qui va nous apporter une solution immédiate. Donc, c'est là où on va sur le make money fast, on va dire, les gens qui se lancent, et je vois, c'est toute une population qui va aller vers les trucs qui brillent, où on leur dit, avec l'e-commerce, le dropshipping, vous allez pouvoir gagner tant, en faisant de l'affiliation, vous allez pouvoir faire ça. Donc, ça attire une certaine cible. Ça ne veut pas dire que dedans, il n'y a que des gens comme ça. Ça veut juste dire que les gens qui sont en mode poussés par leur cerveau reptilien sont en attente de solutions rapides, donc plutôt d'outils, puisque un outil, c'est un outil, une tactique, une technique, c'est pour moi, c'est un petit pansement, quoi. C'est un petit truc pour aller vite. Dès qu'on commence à être en mode un peu plus passer au deuxième niveau de conscience, on est plus dans une pensée qui est rationnelle. Donc, c'est ma boîte fait tant de chiffre d'affaires. Pour faire tant de chiffre d'affaires, il faut que je fasse ça. Donc, il faut que j'ai la stratégie qui puisse m'emmener là, là, là et là. Une stratégie, c'est très logique. Donc, quand on est sur ce deuxième niveau de conscience, on est sur des gens qui sont plutôt logiques. Donc là, ce sont des personnes qui vont faire des actions. Il y aura un petit peu d'émotionnel, mais il y aura surtout du rationnel. C'est je sais que je ne peux pas y arriver seul, j'ai besoin d'un coach, il me faut un coach pour telle et telle raison, etc. J'aime bien travailler avec ce niveau de conscience puisque ce sont des personnes, il n'y a pas forcément besoin de jouer sur tous les leviers, on va dire, du cerveau reptilien, mais c'est plutôt de la logique. Mais ça, moi, j'aime bien ça, mais ce n'est pas ce qui me suffit. Et pour moi, il y a le niveau qui est après, le troisième niveau, qui est un niveau de conscience. J'aime pas dire supérieur parce que ça va hiérarchiser. Ces trois niveaux de conscience sont hyper importants. Le premier niveau, c'est ce qui va nous servir à survivre, les réflexes justement combat-fuite. Le deuxième niveau, c'est le niveau qui va nous servir à comprendre les choses, à comprendre le monde, à réagir en fonction de ce qu'on a compris. Mais le troisième niveau, pour moi, c'est la partie, on va dire, c'est le haut de la pyramide de Maslow, c'est comment je veux contribuer, c'est quoi mes rêves, c'est quoi l'impact que je veux avoir sur le monde. Et là, on est à un niveau de conscience qui est à la fois dans l'émotionnel, mais surtout dans des émotions très élevées. L'amour, le partage, la contribution. Et moi, typiquement, c'est le type d'entrepreneur que j'aime accompagner parce que ce sont des personnes, leur urgence, c'est de réaliser leurs rêves. C'est-à-dire que c'est une urgence qui est interne, ce n'est pas une urgence que je leur inculque en disant à minuit, le programme va disparaître alors qu'il n'y a aucune raison, c'est un programme numérique. Moi, je suis assez contre ça, mais encore une fois, je sais que ce sont des techniques qui marchent et que c'est aussi ce sont de vrais leviers qu'on peut utiliser. C'est pas ma manière de faire. Et donc, quand on est sur ce troisième niveau de conscience, c'est vrai que là, on va être certes, il y a les stratégies. Et quand on est à ce niveau de conscience-là, oui, on sait comprendre les outils et les tactiques. Oui, on sait comprendre les stratégies. Mais aussi, on sait qu'on doit travailler sur le mindset, sur sa psychologie, voire même parfois sur sa spiritualité. Et c'est pour ça que j'aime bien accompagner les personnes qui sont sur ce troisième niveau. C'est parce que soit ce sont des personnes qui ont déjà commencé à travailler là-dessus et c'est beaucoup plus facile d'avoir des résultats parce qu'elles ont travaillé sur elles. Elles ne se confrontent pas au fait de ne pas suffisamment s'aimer pour vendre, de ne pas suffisamment s'aimer pour se montrer, etc., etc. Donc, elles ont déjà travaillé sur une bonne partie. Et on peut attaquer le niveau qui, pour moi, va pouvoir apporter le plus aux autres. C'est justement ce niveau de contribution. Je peux contribuer. Je ne suis pas là juste pour survivre. J'ai déjà tout ce qu'il faut pour me sentir en sécurité. Tout ce qu'il faut, ce n'est pas forcément matériel. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui n'ont pas beaucoup de matériel, mais qui se sentent en sécurité parce qu'ils ont compris que cette sécurité, ils pouvaient la créer
au fond d'eux-mêmes, qui n'allaient que dans un pays comme la France, si voilà, on sait un peu se débrouiller, c'est très difficile de finir au fond du trou. Il y a des personnes, il y a des accidents de vie, des accidents de parcours qui font que des gens se retrouvent à la rue, etc. Je les vois, donc je ne dirais pas que ça n'existe pas. Mais pour la majorité des gens qui sont en difficulté, on est quand même dans un pays où on peut avoir un filet de sécurité, ne serait-ce que pour sa santé. Donc, pour moi, pour résumer, il y a ces trois niveaux-là qui forcément font appel, quand on débute, ben, à souvent, et ça dépend de la motivation, la raison pour laquelle on entreprend, mais où on est dans ce mode survie, on a besoin des outils et des tactiques. Quand on est un peu plus avancé, on va dire qu'on a besoin un peu plus de stratégie, et quand on est beaucoup plus avancé, soit soi-même dans le travail sur soi, soit dans son parcours entrepreneurial, bah, globalement, on va aller beaucoup plus vers, vers le mindset. Et ce qui est drôle, c'est que ça correspond presque, je dirais, à chaque fois à une tranche de 1 an. Des entrepreneurs qui sont la première année, c'est beaucoup les outils, les tactiques, chercher sur tous les blogs l'outil pour développer sa mailing list, machin, tout ça, pour être visible sur son blog, tout ça. Deuxième année, bon, on comprend qu'il faut un peu plus de stratégie. Et troisième année, on comprend qu'il faut un peu plus de mindset. Donc, je le découperai un peu comme ça. Voilà. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est exactement mon histoire, mon parcours. La Mm. première année, j'étais sur le e-commerce, gagner de l'argent, gagner de l'argent. Et puis au fur et à mesure que j'ai avancé, j'ai changé mon niveau de conscience. Et puis au final, je me suis rendu compte que j'étais épanoui seulement à partir du troisième niveau et que j'attirais des personnes qui me correspondaient plus et qu'au final, une fois que tu gagnes de l'argent, bah, ce qui te compte, c'est les relations. Moi, en tout cas, moi personnellement, ce qui compte, c'est les relations que je crée autour de moi, les personnes Mm. que je vois au quotidien, le réseau et tout ça, quoi. Et c'est une Ouais. bonne transition pour parler de la famille. Ouais. Parce que Ken, tu as eu un enfant il y a un Ouais. an, quelques Il y mois ou a un an? 8 mois. 8 8 mois. mois. Hier, ça faisait 8 mois exactement. Ouais. Ok. Eh ben, bon anniversaire. Enfin, bon anniversaire, Allez, ouais. entre Un petit guillemets. garçon. Un petit Ouais. garçon, ouais. Comment il s'appelle? Il s'appelle Noé. Ok. Et donc, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Est-ce que tu as eu des déclics? Ça a changé? Qu'est-ce que ça a changé? Ouais, ça a changé énormément de choses. Déjà, je pense que beaucoup de papas vont se reconnaître là-dedans. Quand tu sais, quand tu apprends que tu vas avoir un enfant, tu te dis, mais je suis pas prêt. En fait, c'est ce que m'ont dit tous mes amis. Ils m'ont dit, tu verras, en fait, t'es jamais prêt. T'es jamais prêt jusqu'à ce que ça arrive, quoi. Donc, au début, c'est vrai que je me sentais pas prêt. Je me disais, ah, j'ai envie de faire tout ça. J'estime que je suis pas encore arrivé au niveau où j'aimerais aller. Mais je pense que quand tu pousses toujours la barre plus haute, tu n'arrives jamais au niveau que tu projettes, parce que quand tu es ambitieux, bah, tu relèves toujours la barre. Et quand il est arrivé, en fait, ça m'a mis vraiment face à mes responsabilités, à moi-même, en me disant, OK, la vie que j'ai aujourd'hui, c'est pas ce que je veux offrir à mon enfant. Je travaille comme un dingue, j'ai plusieurs entreprises, je bosse du matin jusqu'au soir. Parfois, je reste dormir au bureau pour aller gagner 1 heure, 2 heures de transport et enchaîner direct, parce qu'il y a beaucoup de responsabilités. Euh, Enfermé dans un bureau. Alors, mes bureaux étaient sympas, j'avais 900 mètres carrés avec une petite cour et tout, donc pas à plaindre. Mais enfermé dans un bureau, malgré tout, assigné à résidence, parce que quand tu as des salariés, ben, forcément, tu peux pas ne pas être là. Et je me suis dit, c'est pas vraiment la vie que j'ai envie d'offrir à mon enfant, en fait. J'ai envie qu'il puisse découvrir le monde, j'ai envie d'être présent au quotidien avec lui, j'ai envie de le voir grandir, j'ai envie voilà, de laisser une trace aussi. Et c'est ça, il m'a fait ressentir ça, en fait. Pour la première fois, j'avais envie de laisser une trace derrière moi, mais pas uniquement pour mon fils. C'est pas de dire, bah, je vais lui laisser des biens ou des choses comme ça. Ça, oui, c'est un volet, mais c'est pas le plus important. C'est de dire, j'ai envie de contribuer encore plus et de faire en sorte que des gens après moi puissent vraiment utiliser des choses que j'ai mises en place et que ça les fasse avancer et que ça me dépasse au point où, même si je suis mort, ça continue à vivre, en fait, après moi. Et en fait, mon fils, quand il est arrivé, ça m'a fait ressentir ça. Et alors, ce qui a été drôle, et ça, j'ai beaucoup théorisé là-dessus, mais il y a une différence entre théoriser et le vivre de manière vraiment réelle et profonde. C'est qu'il y a eu un impact énorme sur mes ventes, sur on va dire mon taux de conversion. Quand je venais d'avoir mon fils, bon, après ça a baissé un petit peu, mais quand je venais d'avoir mon fils, mes taux de conversion
au téléphone était entre 85 et 90%. Donc, c'est-à-dire que j'avais 9 personnes sur 10 qui devenaient clientes. Wow. Et en fait, je sais à quoi c'est dû. Et du coup, j'essaye de le reproduire à chaque fois, avant chaque appel. Mais la joie que j'avais d'être papa, le fait que pour moi, c'était ce qui avait de plus important, c'est comme si il y avait un lâcher-prise énorme. Cette joie, je la communiquais à mes clients. Alors oui, bien sûr que on parle un peu de leur douleur, mais ce n'était pas le plus important. C'est la joie et tout ce qu'ils peuvent accomplir, etc. Et je me suis rendu compte que ça donnait une dynamique en termes d'énergie, en termes de ce que la personne ressentait, que j'avais pas avant en fait. Et ça m'a aussi apporté ça. Et ça, je pourrais le dire, c'est que tu t'en rends pas vraiment compte quand tu es dans le wagon, quand tu es dans le train, quand tu vas à fond, etc. Tu te poses même pas la question en fait. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis pas heureux? Tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, tu avances. Parce qu'il faut faire, il faut être là. Il faut te montrer tous les jours déjà euh, en pleine forme. Il faut te montrer toujours, entre guillemets, positif parce que bah, tu as des salariés qui viennent. Parfois, ils sont pas au top, mais si toi, tu n'es pas au top, bah, tout l'énergie de la boîte, il descend aussi parce que tu as des rendez-vous importants, donc il faut être toujours à bloc et tu te poses même plus la question en fait. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis pas heureux? Est-ce que ça me convient ou pas? Et pourtant, j'avais toujours l'impression de faire des choix, entre guillemets, qui allaient dans le sens de ce que je voulais. Mais là, pour la première fois, j'ai mis en mode pause et j'ai observé et je me suis dit, mais en fait, non, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux pour moi. Et en fait, mon fils, au quotidien, parce que bon, bah voilà, il rigole toute la journée et un enfant, c'est blanc-noir, hein. Il peut crier, pleurer. À la seconde d'après, il rigole dans tous les sens, etc. Et ça, ce niveau de détermination déjà que nous, on cherche à avoir en tant qu'adulte, bah, c'est inspirant de le voir chez un bébé. Parce que quand il veut quelque chose, je peux t'assurer que s'il ne l'a pas, il fait savoir. Et à la fois, ce niveau de joie, d'amour, un enfant, c'est limite comme un animal. Quand tu as un animal, en fait, c'est que joie et amour. Il y a que ça quoi, qui compte. Et moi, ça m'a reconnecté avec ça. Et ça m'a reconnecté avec ces émotions que j'avais un peu mis de côté ou même me reconnecter avec bah, ce qu'on va appeler l'enfant intérieur, en fait. De jouer, voilà, de jouer. J'étais devenu peut-être un peu trop sérieux. J'aime lire, tu vois, j'aime me documenter, voilà, rencontrer des gens, etc. Et j'avais oublié peut-être un peu ce côté jeu. Alors, j'avais encore un terrain de jeu dans la moto avec mes amis, mais au quotidien, je ne l'avais pas. Et là, avec mon fils, je l'ai eu. Et ça, pour moi, c'est un point qui a été hyper important, en fait, de me reconnecter à nouveau avec cette joie, quoi. Donc, on va dire qu'il a changé beaucoup de choses et il m'a poussé à prendre des décisions que je n'aurais pas eu le courage de prendre, c'est-à-dire vendre mes parts des sociétés, sachant que ça crée forcément de la frustration auprès de mes associés, auprès des équipes. Bah moi, voilà, quand tu as reposé aussi beaucoup à la fois de ton niveau de vie social, etc., sur certaines choses, de dire bah, je coupe tout ça d'un coup. Et j'ai foi dans ce qui va se passer après. Et foi, c'est pas que de la foi, c'est parce que je sais ce qui marche, je sais le mettre en place, je sais avancer de telle et telle manière. Bah voilà, c'était ça. C'était à la fois un saut dans le vide, en même temps pas tant dans le vide que ça. Et c'est là où tu peux te dire, bon, je peux faire confiance en la vie et je peux avoir confiance en moi, quoi. Donc il m'a donné ça. C'est énorme. C'est ce que je dis souvent à mes clients, c'est tout se joue au niveau de l'émotionnel. Les personnes Ouais, qui réussissent, là tu parles de 9 sur 10 en taux de conversion, donc c'est énorme. Les personnes qui réussissent n'ont pas forcément plus d'informations, contrairement à ce qui se dit. Moi, je suis pas d'accord avec ça. ouais. Euh, Moi, ce que je dis, c'est que les personnes qui réussissent ont intégré plus d'informations. Ils le ressentent en fait. Mm. Et c'est ça toute la différence. Et là, avec ton fils, tu as ressenti et c'était au-delà des mots, en fait, au-delà de l'information. On peut donner toute l'information du monde, tant que tu le ressens pas au fond de tes tripes, Exactement. ben tu vas pas le dégager, dégager la certitude, dégager Exactement. la clarté. Et tu vois, là, tu mets le doigt sur un truc, c'est quand tu parles de ressenti, pour moi, là encore, il y a 3 niveaux. Tu as le niveau qui est purement mental. Ok, j'ai compris une information dans mon cerveau, je l'ai entendue, je l'ai comprise. Dans ma tête, c'est acquis. Après, pour moi, il y a est-ce que j'y mets une attache émotionnelle? Parce que oui, la personne qui a compris les leviers de la réussite, ok, mais est-ce qu'elle y met une attache émotionnelle au point de se dire, ben moi, j'ai tellement envie que je suis prêt à mettre tout ça en place et de faire des vrais choix, etc. Et après, il y a est-ce que tu l'incarnes? Est-ce que c'est dans ton corps? Est-ce que quand tu te lèves le matin, tu as envie de faire le truc
sans penser que c'est une corvée parce que tu l'as tellement intégré, tu as tellement envie de le faire, ça fait tellement partie de toi que tu n'as même plus besoin d'y réfléchir. Tu n'as même plus besoin de prendre un réveil pour dire il faut que je me lève à telle heure pour faire ce truc-là. Et ça, ce niveau de, de dédication, d'implication, il arrive que quand tu l'as incarné, en fait, que quand tu l'as incarné vraiment. Et souvent, moi, ça m'est beaucoup arrivé comme ça, malheureusement. Enfin, pas malheureusement, parce que ça m'a emmené là où je suis, mais souvent, il faut attendre qu'il y ait un truc difficile pour pouvoir que l'intégrer dans le corps. Et l'intérêt de faire appel à des personnes comme toi, des personnes qui accompagnent sur le mindset, c'est justement de réussir à l'intégrer avant de se heurter à une grosse difficulté qui peut aussi mettre à mal émotionnellement et être contre-productive. Exactement, à 100% d'accord. Mm. Et il y a aussi quelque chose que j'aimerais rajouter par rapport à ça, c'est que souvent, quand on n'a pas intégré l'information, on essaye de mettre en place des actions avec notre volonté. Sauf que pour l'imager, pour moi, la volonté, c'est comme le boost dans les jeux vidéo Need for Speed ou les C'est jeux vidéo ça. de voiture, tu as le boost et elle s'épuise en fait. Parce que ton niveau énergétique, il n'est pas là où tu veux aller, mais tu uses ta volonté pour y aller quand même. Et à un moment, une fois que tu n'as plus de volonté, bon, bah là, tu rechutes en fait. Ouais. Bah, beaucoup de personnes me disent comment tu fais pour être motivé au quotidien, etc. Mais déjà, je leur dis, déjà, c'est pas vrai, je suis pas motivé au quotidien. C'est pas vrai. La motivation, c'est quelque chose qui se nourrit. Et on pense que la motivation, elle précède toujours l'action, qu'il faut être motivé pour faire les choses. Non, il ne faut pas juste être motivé. Parfois, il faut juste du courage, en fait. Il faut juste dire, bon, allez, ce matin, il faut que j'ai le courage de faire ça. Me lever à 6 heures si je me suis dit, OK, bon, bah, je veux faire du sport tous les matins. C'est sûr qu'avant de l'intégrer, il faut un peu se forcer. Donc, c'est de dire, il me faut du courage au début pour le faire. Mais après, une fois que tu as du courage et que ce courage t'emmène à faire une action, que cette action t'emmène à avoir peut-être de nouvelles sensations, puis de nouveaux résultats, et puis de la motivation, parce que quand tu vois ce que ça t'apporte, ça te motive à le refaire le lendemain, etc., etc. Et pour moi, c'est pas la motivation qui doit précéder, mais parfois c'est juste le courage ou tout simplement la décision, en fait. C'est de dire, bah, ce matin, j'ai décidé de, demain, je décide de. Et le faire jusqu'à ce que tu l'intègres. Et la plupart des gens s'arrêtent avant. S'arrêtent avant de l'intégrer en disant, ouais, mais au final, c'est pas moi, etc. Mais en fait, c'est quoi toi? C'est ça aussi la vraie question. C'est qui Mm, tu es. Qui tu es, mm. en fait. Est-ce que tu es cette personne qui se décourage ou est-ce que tu es cette personne qui arrive à prendre son courage à deux mains? Et faut pas croire que tout est marqué dans le marbre, en fait. On peut toujours se réinventer. Et quand je dis se réinventer, alors moi, avant de découvrir Joe Dispenza, on va peut-être en parler rapidement, avant de découvrir Joe Dispenza, il y a des protocoles que je faisais pour moi qui me permettaient, entre guillemets, de me réinventer à certaines périodes. C'est-à-dire que je me mettais à fréquenter des gens différents, à écouter de la musique différente, à lire des choses différentes, à changer une bonne partie des actions de mon quotidien, euh, en étant persuadé que ça allait m'emmener à être une autre personne, entre guillemets. Et quand je dis une autre personne, c'est le cœur reste toujours le même, mais c'est l'enveloppe qui évolue. Tout simplement parce que quand on voit une chenille, beaucoup de personnes ne savent pas ça, mais toutes les chenilles deviennent des papillons. Il n'y a pas une chenille qui ne devient pas un papillon. Et quand tu vois la chenille et que tu vois le papillon, tu vois pas le lien entre les deux. Tu te dis juste, bah, Mm. d'un côté, il y a un truc qui est rampant, qui est dépendant voilà, de ce qu'il trouve et tout. De l'autre, il vole, il peut aller où il veut, etc. Il est libre, etc. Ouais, mais avant de faire ça, il a dû se transformer. Il a dû laisser une partie de lui-même. Il a dû se mettre en période de gestation, d'enfermement. Et pour moi, c'est la même chose pour un humain. C'est-à-dire que il y a qui on croit être. Je crois être une chenille. Mais par contre, je sais qu'en vrai, je suis un papillon. Mais il faut juste avoir la conviction qu'on va être un papillon. Si tu n'as pas la conviction que tu vas être un papillon, tu vas toujours rester une chenille et tu vas mourir bouffé par un autre truc parce que tu es convaincu de juste être une chenille. Si tu es convaincu que tu vas être un papillon, tu vas faire tout ce qu'il faut pour survivre en tant que chenille, pour avoir le temps de faire ton cocon et pour avoir le temps de devenir un papillon. Et c'est ça pour moi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui arrêtent parce qu'ils ont juste conscience, selon eux, qu'ils sont une chenille. Et ça part d'une compréhension de soi, entre guillemets, qu'on a compris qu'on est fait pour faire certaines choses. C'est important de se dire, tout ce que je crois être vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai. Il y a des histoires que je me raconte. Toutes les histoires que tu te racontes pour dire oui, mais j'ai pas réussi à lancer mon business parce que ben, je faisais des études en parallèle. Non, pour moi, c'est soit
Tu as des raisons, soit tu as des histoires. Je vais pas dire même, je vais même pas prononcer le mot bullshit, mais tu as des histoires. Et si tu veux te raconter plein d'histoires, ok, tu auras plein d'histoires à raconter à la fin de ta vie en disant tout ce que tu aurais pu faire. Mais tu pourras aussi, si tu oses aller au-delà de ces histoires que tu te racontes, ben, prendre justement du courage, parce que c'est du courage qu'il faut, parfois même pour certains, de dire bah, je quitte mes études, j'arrête mes études, je prends le risque de décevoir mes parents, je prends le risque d'être peut-être endetté parce que j'ai pris un prêt étudiant, je prends des risques, mais parce que je crois dans quelque chose, parce que je crois que je suis un papillon et que j'en ai la certitude, et ouais, ça demande du courage d'y aller. Et ça, ceux qui le feront partie de ceux qui vont se transformer, vont devenir une autre personne et vont aller vers leur réussite. Parce que c'est simple. Si on était la personne qui peut réussir, on aurait déjà réussi. La personne qui peut réussir en nous, elle existe, mais elle existe dans un futur, mais dans un futur hypothétique. C'est à nous de voir si cette hypothèse, on veut la rendre réelle ou si on continue juste à être cette personne parce qu'on croit être cette personne-là. Et pour moi, c'est ce processus-là que j'ai mis en place pour moi, c'est de me dire, OK, en quoi je crois? Et je peux te dire que pour moi, qui était quelqu'un de timide, enfin plutôt, je dirais pas timide, mais genre réservé, qui n'avait pas confiance en lui, qui n'osait pas aller voir les filles parce que justement il n'avait pas confiance en lui, ben, de me dire après je lance des entreprises, je me lance seul, je vais monter sur scène pour inspirer des gens, je vais à l'autre bout du monde pour me faire coacher par Tony Robbins, etc. Tu m'aurais dit ça, je sais pas, 5 ans auparavant, j'aurais dit non mais jamais de la vie en fait, je n'y crois pas. Mais j'ai cru en cette version future de moi et j'y suis allé progressivement et j'ai accepté les transformations que ça allait demander. Parce que c'est simple, la version de moi aujourd'hui ne peut accomplir que ce que j'accomplis aujourd'hui. La version de moi qui peut accomplir ce que je veux accomplir, elle n'existe pas vraiment encore. Il y a des bouts en moi aujourd'hui, mais complètement, elle n'existe pas. Et je dois la créer, je dois peut-être moi me transformer et me recréer. Ça fait peur aux gens, ça, mais pour moi, en tout cas, c'est Mm. ma compréhension des choses. Courage, action, résultat, motivation derrière. Ouais. C'est énorme que tu t'aies parlé de arrêter l'école, lancer son business, parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Là, j'ai Ah bah, arrêté tu vois. cette année en M1. Ouais. J'ai pas repris quoi cette année. Ouais. Et j'ai lancé mon business il y a quoi, 6 mois, 1 an. Et ça a demandé du courage, juste du courage, Mm. d'accepter d'être rejeté, d'accepter de ne pas être compris, d'accepter de croire que je suis dans une secte. D'ailleurs, toi aussi, j'ai lu un de tes posts Ouais. sur ça. Ouais. Est-ce que pour devenir une nouvelle personne, tu utilises des outils comme la méditation, etc. Ouais, alors je vais te dire ce que j'ai fait jusqu'à présent et ce que je fais maintenant. Comme beaucoup, j'ai essayé beaucoup de choses pour trouver ce qui fonctionne. Et moi, j'encourage à faire ça. Je n'encourage pas à prendre juste pour acquis une méthode. Il y a des gens qui vont dire, ouais, le Miracle Morning, c'est le truc pour se transformer, et des gens pour qui ça va pas marcher. Et après, ils vont dire, mais je ne suis pas capable de me transformer. Non, c'est juste que tu as une méthodologie qui n'est pas forcément la bonne pour toi, ou tu n'as pas compris le concept. Le concept du Miracle Morning, c'est une proposition de faire certaines actions, mais ce qu'il faut regarder, c'est ce que ces actions permettent de faire. Ça permet de s'exprimer, ça permet de prendre du temps pour soi, ça permet de prendre soin de son corps, etc. Mais il n'y a pas une manière de le faire. Et moi, ce que j'ai commencé à faire au début pour être une nouvelle personne, ça a beaucoup commencé par le physique, par le sport. Donc, j'ai commencé à faire beaucoup de sport. Après, ça a évolué vers l'alimentation. Donc, j'ai arrêté la viande. Alors, ça a été le plus grand changement. Et je ne fais pas de prosélytisme pour le véganisme ou le végétarianisme ou quoi que ce soit. Mais c'est juste que quand j'ai arrêté de manger de la viande, déjà, j'ai eu beaucoup plus d'énergie disponible. Ce que j'ai compris, c'est que bah, le corps, il utilise beaucoup de ressources pour pouvoir digérer, et qu'en n'ayant pas ces ressources-là pour digérer ce qui est le plus long à digérer, la viande, les laitages, par exemple, j'ai beaucoup plus d'énergie disponible. Donc moi, en tant qu'entrepreneur, ça m'intéressait d'avoir plus d'énergie disponible. Après, il y a d'autres considérations. C'est vrai qu'à cette époque-là, j'avais un chat et je me disais pourquoi lui, il a le droit de vivre et d'autres doivent finir dans mon assiette et doivent être enfermés, etc. Bon, je clôt la parenthèse que le but, c'est pas de faire un débat idéologique là-dessus. Ça n'implique que moi. Mais donc ça, c'est le changement d'alimentation. En fait, ce qui s'est passé, je crois vraiment, je crois parce que je l'ai ressenti et que beaucoup de personnes autour de moi ont ressenti cette même chose, que quand tu changes quelque chose d'aussi vital que l'eau, la nourriture ou l'air que tu respires, ton corps ne fonctionne plus de la même manière et que forcément tu es amené à penser différemment.
moi, j'ai ressenti un peu, on va dire, une ouverture de ma conscience, de mon niveau de conscience, en changeant la nourriture. Mais pourquoi? Je ne vais pas rentrer dans des trucs métaphysiques, je vais parler juste des choses qui me paraissent les plus logiques. C'est que quand tu manges comme tu as eu l'habitude de manger, manger devient juste voilà, une habitude en fait. C'est même pas se nourrir, c'est manger. On parle bien de manger. Mm. Quand tu te nourris, c'est différent. Parce que quand j'ai arrêté la viande, j'ai dû réfléchir à ce que je mange en me disant, ouais, mais d'habitude, je choisissais la viande et puis après, je mettais un accompagnement, quoi. Tu vois. Et là, j'ai commencé à réfléchir, à voir ce que je mettais dans mon corps, à me dire pourquoi je choisis ça, à me dire bah, pour avoir tous les apports que je dois avoir, il faut que j'ai une certaine variété. Donc déjà, ça m'a apporté à plus de conscience sur ce que je mettais dans mon corps. Donc déjà, rien que là, mon niveau de conscience s'est élevé. Et après, je pense que c'est un peu un effet boule de neige parce que tout est lié dans tout ce qu'on fait. Donc il y a eu ça. Il y a eu le jeûne intermittent, mais le jeûne intermittent, c'est aussi quelque chose que j'ai fait assez naturellement. Dans mon rythme, je sentais que bah, tout simplement manger le matin, c'était pour moi, je me sentais un peu bizarrement, j'avais faim plus tôt avant. Les performances, j'avais souvent des tournis à la salle de sport. Quand j'ai arrêté de manger le matin et que je commençais à manger à partir de 13 ou 14 heures, donc ça veut dire une période de jeûne de 16 heures, c'est ça le jeûne intermittent, j'ai eu un niveau d'énergie tellement élevé que, je vais te donner un exemple, mais par exemple, à la presse à jambes, je suis passé en quelques jours ou semaines de 150 kilos à plus de 200 kilos. En soulevé de terre, je suis passé de 110 progressivement à 160. Ah ouais. Et sachant que je pèse entre 65 et 70 kilos. Donc, j'ai vu un boost de mes performances qui était juste hallucinant. Et les mecs dans la salle, ils commençaient à me demander, mais qu'est-ce que tu fais? On voit que tu prends beaucoup très vite, etc. Bon, là, j'y vais plus autant qu'avant et je fais plus le même type d'exercice. Mais c'était hyper intéressant de voir que ça ne veut pas dire que ça fonctionne pour tout le monde, ça veut dire que mon corps fonctionnait mieux comme ça. Et on parle pas mal de biohacking, de biohacking. C'est comment faire en sorte que ton corps soit plus performant, etc. Donc ça a eu un gros impact pour moi dans ma transformation. Après, l'autre chose qui a eu un impact dans ma transformation, comme on dit, on est la moyenne ou la somme, je préfère dire la moyenne, des 5 personnes qui nous entourent. Changer d'entourage, voir d'autres personnes, voir des personnes qui étaient plus loin que moi dans ce que je faisais, qui m'ont poussé à penser plus grand, qui m'ont poussé à pousser différemment, qui m'ont poussé pardon, à penser aussi et à investir différemment. Avant, j'étais capable de revenir de New York avec 15-20 paires de baskets. Euh, c'était ce que je faisais. Tu vois, Ah ouais. mon argent, il passait là-dedans, mais parce qu'après, j'ai compris qu'il y avait une espèce de peur du manque, donc il fallait le combler par de l'achat compulsif, etc., etc. Et après, j'ai commencé à investir sur moi, investir dans voilà, mon mindset, etc. Donc déjà, il y a des choses qui ont changé dans ma manière de consommer, même consommer les informations. Pareil, j'ai viré la télé en me disant, bah, la télé, en fait, elle me donne une version de la réalité qui n'est pas la réalité, qui est une version qui vend. Parce qu'on sait très bien que les choses trop positives, trop sympas, ça vend pas les gros titres. Les gens, il y a justement ce côté très cerveau reptilien, la peur, tout ça. C'est ça qui vend, c'est ça qui capte l'attention. Et l'attention, aujourd'hui, c'est tellement devenu une monnaie rare, un truc rare à avoir, que les gens vont tout faire pour choquer, pour capter l'attention avec des choses qui ne sont pas positives. Et malheureusement, quand on consomme ces informations et qu'on est en plus quelqu'un d'assez sensible ou hypersensible, on ne fait qu'absorber toutes ces informations. Donc moi, je me suis dit, j'ai pas envie d'avoir une version du monde qui n'est pas la version du monde dans laquelle je crois. Donc ça a beaucoup accéléré mes transformations. Et pour le coup, pour remplacer ça, je me suis mis à plus lire. Et quand tu lis, le meilleur cadeau qu'on puisse me faire, c'est un livre. Et le meilleur cadeau que je puisse faire à quelqu'un, c'est un livre. Pour moi, un livre, c'est une portion de l'expérience de quelqu'un. Tu peux avoir 50 années d'expérience en un livre et tu absorbes cette expérience d'une certaine manière, même si tu en retiens un certain pourcentage, tu l'absorbes et ça fait que tu ne vas pas forcément faire des erreurs. Et moi, je ne crois pas dans cette vision très judéo-chrétienne, il faut absolument souffrir, se flageller ou se faire flageller pour réussir. Ça, j'y crois pas. C'est un des chemins, mais ce n'est pas le seul chemin. Et donc moi, voilà, pour résumer, changement d'alimentation, changement donc surtout dans mon mode de vie, en fait, alimentation, euh, changement d'environnement, changement aussi, bah, il y a beaucoup plus de choses que je me suis autorisé. Par exemple, me dire, bah, tiens, je vais aller dans un hôtel, je vais payer 700 €
800 euros pour avoir une belle chambre avec la meilleure vue, etc. M'autoriser ce genre de choses, ça a aussi élevé mes standards. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de plutôt, je dirais pas minimaliste, parce que c'est pas minimaliste, mais il me faut pas beaucoup pour être heureux. J'ai un feu de cheminée, quelques livres, les bonnes personnes pour parler toute la nuit, et puis peut-être une bonne bouteille de vin. Limite, je suis plus heureux des hommes, tu vois. Ouais. Mais de temps en temps, se faire plaisir comme ça pousse aussi, et juste se dire, je le mérite. Et ça, quand on parle de mindset et de transformation, par exemple, pour moi, aller dans des boutiques de luxe et me dire, bah, je mérite d'être là et j'ai pas l'impression qu'on me regarde parce que je suis noir ou parce que je suis habillé comme ça ou parce que j'ai pas l'impression ou parce que je suis peut-être pas le type de personne qui irait dedans. Bah, le fait de me faire au début un peu violence, d'aller dans des endroits où j'avais pas l'impression euh, d'appartenir, ça m'a poussé en fait à me transformer, à penser différemment. Forcément, tu changes ton environnement, tu changes beaucoup de choses dans ton environnement, ça va changer ta manière de penser parce que c'est une boucle. Ton environnement façonne qui tu es et toi, tu façonnes ton environnement aussi. Donc, tout ça, je l'ai progressivement intégré. Et pour en revenir à la méditation, qui est une pratique que j'ai rajoutée depuis peu, moi, je faisais beaucoup d'affirmations positives pour entre guillemets, me reprogrammer, affirmations positives, de la visualisation. Donc, j'ai commencé d'abord avec des tableaux de visualisation que je regardais régulièrement et émotionnellement, j'essayais de m'inspirer en me disant, tiens, voilà, ça me stimule, il faut que j'y aille. Et maintenant, je le fais un peu comme une forme de méditation, c'est-à-dire que je me fais ces films-là, je me mets dans un certain état, et ça, c'est hyper important, c'est se mettre dans un état. Tony Robbins, il parle de peak state, c'est l'état où tu es vraiment au top. Donc, c'est commencer ta journée en peak state. Ça peut passer par des mouvements du corps, de la musique, penser à des choses qui te rendent heureux, penser à tes projets, à là où tu veux aller, etc. Pour commencer ta journée avec ce niveau d'énergie, pour émotionnellement être vraiment impliqué. Ça, c'est quelque chose que je fais au quotidien. Et j'ai rajouté la méditation parce que justement, je suis allé à un séminaire de Joe Dispenza qui sont des méditations aussi très longues par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, des méditations de 45 minutes, d'une heure, mais aussi des méditations marchées, que je ne savais même pas que ça existait en fait. Donc voilà. Ok, tu parles donc de ton alimentation, ton estomac est, est ton deuxième cerveau au final, de ton environnement euh, et de tes mentors. Alors, du Ouais. coup, Tony Robbins, Dispenza, t'as cité. Alors, qu'est-ce qu'il Franchement, t'apporte il et y en qui a c'est? en vrai, j'ai plein de mentors. Moi, mentor, c'est pas forcément les gens que j'ai payés pour m'aider dans mon business. Pour moi, les mentors, ce sont les gens vraiment qui m'inspirent par leurs actions. Mon père m'a beaucoup inspiré dans, on va dire, sa manière. Mon père a été orphelin très tôt, très jeune. Et il m'a beaucoup inspiré dans sa manière de réussir à construire une famille alors que lui, il ne l'avait pas vraiment eu, tu vois. Donc, dans la détermination, dans le fait de se dire qu'est-ce que je suis prêt à faire. Pourtant, il faisait beaucoup de musique et il a mis sa carrière, entre guillemets, possible entre parenthèses pour pouvoir être plus proche de ses enfants et nous apporter ce que lui n'avait pas eu. Donc ça, tu vois, ce sont des choses qui m'inspirent. Et en vrai, la personne du quotidien, elle m'inspire. C'est quand je vois des gens j'ai une petite anecdote. Je revenais de soirée, ça faisait longtemps que j'étais pas allé en soirée. J'avais vraiment envie de danser et tout. J'étais chez des amis, j'ai dansé jusqu'à 2-3 heures. Après, je vais sur une péniche à Paris, je danse à fond. Et là, j'arrive chez moi. Et je me dis, bon, allez, je me prends un petit truc à manger. Je m'arrête dans une sandwicherie et je vois un petit jeune. Mais c'était une machine de guerre. Le mec, il faisait des sandwichs, mais comme c'est pas permis, j'avais l'impression que j'avais mis en mode accéléré, quoi. Et ça m'a bluffé. Et derrière, je me suis dit, je sais pas c'est quoi l'histoire derrière ce mec, mais en tout cas, il en veut et il en veut grave. Et je lui ai laissé au début un pourboire de 5 euros. Je suis parti sur ma moto, j'allais rentrer. Et après, je suis retourné et je lui ai donné, je sais plus, genre 20 ou 30 euros, un truc comme ça. Et il m'a regardé avec des yeux ronds et tout. Et je lui ai dit, je sais pas pourquoi tu fais ça, mais je sais que tu le fais pour une bonne raison. Et ben voilà, je tenais juste à te remercier et peut-être à t'encourager un peu plus. Et il m'a regardé comme ça. Ça se trouve, voilà, il était juste dans le speed. Ça se trouve, je sais pas, il était drogué, j'en sais rien. Mais moi, l'histoire que je me suis racontée, comme quoi, tu vois, on voit aussi le monde tel que nous on est, c'est que c'est un mec qui en voulait à fond et qui du coup, voilà, s'est donné. Alors, je sais plus pourquoi je te racontais ça. C'était quoi Par rapport à tes mentors, le mec Ah t'inspirait. oui, voilà. Donc ça, c'est pas, je pourrais pas dire que c'est un mentor, mais c'est un mec qui m'inspire, tu vois. Et je suis inspiré par des gens au quotidien. Après,
dans les personnes qui m'ont, on va dire, qui m'ont inspiré, mais pour des raisons différentes, je pourrais citer Mohamed Ali dans sa détermination, dans sa confiance en lui. Ça, pour moi, c'est un exemple énorme. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont inspiré dans leur manière aussi d'élever leur niveau de conscience, peu importe ce que les gens disent, que ce soit Bill Gates dans ses changements, dans ses prises de conscience et tout ce qu'il fait maintenant, même si on peut dire oui, mais ça a un impact fiscal, etc. Ouais, sauf qu'il impacte vraiment des gens et il impacte des vies. Tony Robbins, qui, pour le coup, voilà, tout son travail en PNL et comment le mec il se donne, c'est vraiment enfin, tu dis des humains comme lui, il n'y en a pas beaucoup. Et quand tu travailles à proximité avec lui, puisque je me suis fait coacher enfin, par lui, on était quand même nombreux, mais voilà, dans un programme spécifique qui est le Business Mastery, tu vois que non seulement il envoie, c'est quelqu'un qui se soucie vraiment des gens avec qui il travaille et qui coach. À plein de moments, il était ému, mais tu sens que c'est pas de l'émotion pour de faux. Il a fait plein de choses. On a levé 160 000 dollars dans l'événement pour une cause. Bah, du coup, il a dit bah, moi, voilà, c'est génial ce que vous avez fait. Bah, je rajoute 160 000 aussi pour une cause pour nourrir les gens aux États-Unis. Il n'était pas obligé de le faire. Il a invité une fille qui était hyper émotive parce qu'elle parlait d'un truc qui la touchait et qu'elle passait peu de temps avec ses enfants. Il a dit bah, écoute, je t'invite dans mon resort sur l'île Fidji pendant une semaine avec ta famille pour que tu sois tranquille, etc. Et tu sens que c'est pas le mec qui attend juste les applaudissements, etc. Et ça, j'ai vu un niveau d'intégrité auquel je ne m'attendais pas pour quelqu'un d'une si grande stature qui génère autant d'argent. Il a plus de 50 entreprises, etc. Donc, ouais, ce genre de personnes-là m'inspire dans le fait que c'est possible d'avoir un impact sur le monde, que l'argent, ça facilite l'impact que tu peux avoir et que tu peux aussi avoir beaucoup de réussite, beaucoup de succès et à la fois rester hyper intègre. Et je pense que beaucoup de personnes auraient besoin de voir que ces choses-là sont possibles pour changer leurs croyances. Parce que tant que tu connais personne, c'est facile de rester sur les vieux schémas qu'on voit à la télé des grands patrons qui, voilà, et Balkany, les Balkany, tout ça, pour citer personne, qui vont profiter, qui vont être imbus d'eux-mêmes, qui vont toujours s'en sortir parce qu'ils ont les bonnes connexions. Mais c'est pas que ça la réalité en fait. Et c'est bien de se confronter à d'autres personnes qui ont beaucoup d'argent, qui font énormément, pour être inspiré en se disant oui, moi aussi je peux faire ça. Moi aussi je peux avoir beaucoup d'argent et faire plus de bien que ce que je peux faire aujourd'hui. Parce que quelqu'un de pauvre, c'est pas en restant pauvre qu'on va aider les pauvres. Et même, ça peut paraître un peu violent ce que je vais dire, mais pour moi, être pauvre, c'est presque un choix. On peut naître pauvre, c'est pas de notre faute, mais rester pauvre, c'est un choix. Et quand je dis pauvre, je parle pas de fauché. Il y a des gens qui sont fauchés, mais qui ne sont pas pauvres. Il faut le décider d'être pauvre. Il y a des gens qui sont pauvres, mais qui ont un compte en banque rempli. Et ces gens-là, par exemple, ce sont des footballeurs, des stars qui ont gagné beaucoup d'argent. On a entendu parler il n'y a pas longtemps, j'ai vu sur Facebook, d'Ophélie Winter qui soi-disant serait SDF ou je ne sais pas quoi. Des gens qui ont gagné beaucoup d'argent et parce que justement, ils ont une manière de penser qui est pauvre, ils sont uniquement dans la dépense, ils ne sont pas dans la logique de contribution, d'investissement, etc., etc. Et je dirais, c'est à chacun d'essayer de s'éduquer parce que c'est l'une des choses, et je pense que tous les entrepreneurs ont lu Père riche, Père pauvre, mais c'est l'une des choses les plus déterminantes pour ce qu'on va faire dans notre vie, notre compréhension de l'argent, notre compréhension de la richesse, notre compréhension de l'investissement versus la dépense. Et pourtant, c'est ce qu'on apprend quasiment nulle part. Et même pour des gens qui font des études en économie ou en finance, c'est très drôle parce qu'en vrai, eux-mêmes ont une version biaisée de ce qu'est réellement l'argent, en fait. Donc ça, pour moi, c'est un truc qui est important, c'est s'exposer à des gens qui vont nous faire changer nos croyances. Et parfois, et c'est souvent là qu'il faut aller en général, c'est s'exposer à des gens qui ont des croyances même contraires aux nôtres. Parce que c'est là où on a besoin d'être bougé. Euh, c'est simple. Internet nous donne l'impression que le monde est exactement comme on pense parce qu'il est fait pour ça. Facebook, plus je like des posts sur Facebook, plus je like des pages, plus je like des choses qui sont ce que j'aime, plus j'aurai ces informations qui vont venir vers moi, plus je fais des recherches sur des choses que j'aime, plus je vais avoir des résultats comme ça et plus Google va favoriser ce type de résultats. Et en fait, c'est ce qu'on appelle l'effet bubble. On vit dans une bulle et on a l'impression que c'est la réalité. Sauf que ce n'est pas la réalité. C'est une version de la réalité. Et c'est une version qu'on a choisie et dans laquelle on va rester enfermé si on n'est pas confronté à des gens qui ne pensent pas comme nous. Et ça va peut-être choquer ce que je vais dire, mais
J'ai des gens qui ont des points de vue qui sont très contestables, voire un peu borderline autour de moi, qui ne sont pas mes amis, mais je reste connecté à eux, je vois comment ils pensent, ça me fait réagir, parfois ça me met la boule au ventre, mais ça me fait me questionner. Et ça me pousse dans des réflexions que je n'aurais jamais eues si j'étais confronté qu'à des gens qui pensent comme moi. Alors oui, c'est agréable ça flatte aussi l'ego de pouvoir déballer sa science en parlant avec des gens voilà, qui nous nourrissent et puis on peut se renvoyer des trucs et ouais, on est content et puis on parle de la même chose et tout. Mais c'est pas là où on grandit en fait. C'est quand on va dans des zones qu'on n'ose pas explorer. Mm. Concernant la bubble, je sais plus quoi, L'effet ce dont bubble, ouais. ouais, tu l'as lu dans un livre ou pas? Parce que je l'ai lu dans un livre, ça, dans un livre sur le Non, monde de l'économie. je l'ai pas lu dans un livre, mais j'ai beaucoup suivi Jarod Lanière, qui est. Alors, c'est marrant parce que il est à la fois musicien et ses profils types que tu verrais pas en France. Tu sais, un mec avec des grandes dreadlocks et tout, qui est un peu le père de tout ce qui est réalité augmentée dans la Silicon Valley. Et c'est lui qui a inventé le système de la Kinect. Et au bout d'un moment, il disait, ben, tout ce qui a été fait, donc il a travaillé sur beaucoup d'algorithmes aussi, des choses comme ça. Il disait, en fait, la raison pour laquelle les algorithmes sur lesquels il avait travaillé aussi, je crois que c'était chez Google, c'est, qui apporte aux gens ce qu'ils recherchent, c'était pas fait pour que les gens soient enfermés. C'était au contraire fait pour qu'ils puissent se connecter avec d'autres gens, mais ça a été tellement poussé à l'extrême. Alors, ils ont mis des outils quand même, mais il faut aller chercher, il faut creuser, il faut aller trifouiller un petit peu, mais ils ont fait des outils pour que tu puisses malgré tout voir l'autre version d'Internet, celle que tu vois jamais en fait, Mm. chez Google. Ils ont fait ça. Et donc, cet effet bubble, c'est certes les réseaux sociaux, les outils numériques l'amplifient, mais on l'a aussi au quotidien. On voit comment on fait le tri. Les gens qui ne pensent pas comme nous, les gens qui sont trop différents, si on ne les rencontre pas par hasard dans une soirée, en fait, on fait juste le tri. On ne veut pas les voir. Et au final, on se met à penser que d'une seule manière. Et tout le monde est victime de ça. Les Mm. gens qui se sont extraits d'un certain courant de pensée pour aller dans d'autres groupes, ils finissent par être enfermés dans un courant de pensée. J'ai vu la dernière fois quelqu'un qui disait, en plus, c'est quelqu'un que j'apprécie, mais ça n'empêche rien, qui disait oui, entre guillemets, je suis l'un des premiers en France à avoir fait du high ticket. High ticket, c'est vendre des offres haut de gamme. Ça existe depuis la nuit des temps. Moi, le premier truc que j'ai vendu quand j'étais étudiant, c'était à 30 000. Donc, on peut dire que j'ai fait du high ticket. Et le problème de vivre dans une bulle, c'est de croire justement qu'on a inventé le fil à couper le beurre, qu'on a inventé l'eau chaude. Et c'est ça aussi, c'est que dans l'écosystème des infopreneurs, c'est aussi une bulle qui a aussi ses codes, qui sont des codes qui sont peut-être, on va dire, plus ouverts par rapport à plein d'autres codes, mais qui sont quand même enfermés dans une bulle. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est aussi traverser toutes ces bulles pour avoir une version qui va peut-être être une autre bulle, mais qui est une bulle bien plus grande qui englobe beaucoup d'autres bulles. C'est pour ça que je fréquente, moi, des architectes, des mécaniciens, des gens qui sont danseurs, artistes, etc. Des gens qui sont totalement différents de moi, parce que ça m'apporte aussi cette richesse, cette diversité, et même dans tous les livres que j'ai des livres sur plein de sujets différents, pour ne pas penser que comme un marketeur, pour ne pas penser que comme un entrepreneur. Mm. L'effet bubble, ça joue sur un biais qu'on a tous, le biais de confirmation au Ouais, final. exactement. Tu, Exactement. tu vois quelque chose et Exactement. c'est On a tous confirmé besoin de par. ça. Ouais. 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 Donc là, on va arriver sur la fin de l'interview. J'ai trois Ouais. dernières questions à te poser. Une question que je pose jamais, mais puisque tu en as parlé pas mal, je vais te demander un livre que tu recommandes qui n'est pas du tout sur le marketing, parce que je suis d'accord avec Hmm. toi. Je pense que on peut apporter justement à notre marché et apporter en valeur ajoutée si on va chercher des informations dans d'autres bulles et si on augmente son niveau de conscience et sa façon de voir le monde avec plus de Ouais. compréhension. Il y a un petit livre qui est très facile à lire qui est Les quatre accords Toltec. Et je pense que ça permet de bien évoluer soi-même. Et alors, surtout quand on a envie d'être coach ou qu'on est en relation avec des clients, il y a des enseignements à en tirer qui sont très simples pour le coup, mais qui sont hyper importants. Et un livre un petit peu plus poussé, justement le livre de Joe Dispenza, en français c'est Rompre avec soi-même. Mais si on lit l'anglais, il vaut mieux lire la version originale, c'est Breaking the Habit of Being Yourself. Pour info, pour moi qui apprécie beaucoup Sam Ovens et qui est dans un de ses programmes avancés,
Il y a toute une partie sur le mindset dans les programmes de Sam Ovens qui est quasiment mot pour mot le travail de Joe Dispenza. Donc, pour ceux qui se disent, mais comment Sam il fait pour penser aussi loin, pour se recréer, etc., lisez Joe Dispenza et vous allez comprendre qu'est-ce qu'il a inspiré et comment il est aussi devenu ce qu'il est. D'accord. Trois choses dont tu es convaincu et que tu voudrais redonner à tes clients. Dont je suis convaincu. Alors, je suis convaincu. Ouais. Ouais, ça peut être vraiment large, hein. Ça peut être, c'est pas forcément au niveau de la vente ou au niveau du Et tu dis marketing. donner ou redonner? Redonner. Ben, moi, je dirais déjà redonner la détermination. Je dis redonner parce que, comme je disais un peu plus tôt dans l'interview, en fait, on l'a déjà. Et il faut juste se rappeler de comment on était quand on était gamin, en fait. Comment on voulait absolument quelque chose et on trouvait toujours les moyens d'essayer de l'avoir, soit en étant dans la persuasion, en essayant de persuader ses parents, en essayant de trouver quelqu'un, en essayant de peut-être parfois de taper du pied. Mais en tout cas, cette détermination sans concession. Ça, pour moi, ce serait ça. Ce serait la confiance aussi, parce qu'un enfant, il naît avec beaucoup de confiance en lui. Sa confiance est progressivement démolie. L'école, à mon sens, joue un très grand rôle dans le fait de démolir la confiance en soi. Après, il y a malheureusement des cadres familiaux, sociaux, etc., qui peuvent aussi y contribuer. Sachant que les années les plus importantes, c'est de 0 à 7 ans, parce que c'est là où le cerveau, en fait, il est vraiment en mode absorption. Il ne fait pas vraiment le tri des informations. En fait, toute cette confiance qui était déjà là, voilà, j'aimerais bien que tous mes clients puissent la retrouver, cette confiance en eux. Et aussi, alors là, on va aller peut-être dans un domaine un peu plus métaphysique, c'est se souvenir. Moi, je pense qu'on ne naît pas comme tu vois, un truc inconscient qui part de zéro. Il y a peut-être des connaissances, des compréhensions qu'on a déjà. Et peut-être que si on s'y reconnectait, ne serait-ce que juste la compréhension qu'on fait partie d'un ensemble, et même en revenant à quelque chose de moins métaphysique, mais le Big Bang, c'est juste que c'était un tout, un ensemble, et que cet ensemble a explosé, et que même aujourd'hui, les plus grands chercheurs scientifiques comme Nassim Haramein ont trouvé par des équations que l'ensemble de la masse disponible dans tout l'univers est égal à l'énergie dans une seule particule de l'univers. Donc ça en dit long sur le fait qu'une partie égale le tout égale une partie. Et que nous, vu qu'on fait partie d'un ensemble qui a éclaté lors du Big Bang, en tout cas toutes les particules qui existent viennent de ce même ensemble, c'est-à-dire que quelque part, on est tous unis, qu'on fait tous partie du même ensemble, et c'est ne serait-ce que de se souvenir de ça, ça faciliterait beaucoup de choses, et on comprendrait que en fait, l'autre c'est nous, nous c'est l'autre, et comme tu parlais de cet effet miroir, ne serait-ce que si on a la compréhension de ça, ce serait déjà pas mal. Mmh. Je suis allé à une de conférence, à une des conférences d'une de mes clientes et il y avait un exercice qui était super intéressant par rapport à ce que tu dis, on est tous connectés, et cetera. On avait une bobine, heu, enfin de la ficelle dans nos mains Mhm. et on devait garder un bout dans nos mains et jeter la bobine, n'importe où dans la salle et tout le monde devait faire ça et à la fin, en fait, on se rendait compte qu'on était tous liés par Ouais, ouais. plein de enfin, on était tous liés, quoi et il y avait Ouais, plein de liens, mais c'était ça, bien. ça c'est bien. J'aime bien les exercices comme ça qui permettent juste de mettre en image un concept qui peut paraître pour certains peut-être un peu abstrait, quoi, le rendre concret. Mmh. Et sinon, alors je ne sais pas, par rapport à ton audience, est-ce qu'ils veulent aussi, je sais pas, des infos sur du marketing ou sur des choses comme ça? On peut en donner, pourquoi pas? Ton audience en veut ou pas? Elle peut en avoir besoin, ouais. Mais OK. ouais, bah, alors pour le coup, là, ça va toucher aussi au mindset. Moi, je dirais aux personnes, quelles que soient qui elles sont et ce qu'elles veulent faire, arrêtez de compliquer les choses. En vrai, pouvoir toucher un client, pouvoir toucher une personne, c'est extrêmement simple. Il faut suivre un minimum d'étapes et dites-vous juste, si vous retenez juste ça, ce sera le plus important, c'est que pour gagner des clients, il faut créer des conversations. Quel que soit ce que ça veut dire pour vous. Ça peut être par email, ça peut être sur des réseaux sociaux, ça peut être rencontrer des gens, ça peut être faire un événement, ça peut être parler à des gens sur Messenger, ça peut être apporter de la valeur sur un groupe, c'est créer des conversations. Et aujourd'hui, la denrée la plus rare, c'est l'attention des gens. Et pour avoir leur attention, je vous déconseillerais d'aller vers les trucs un peu, comme on dit, putaclic, juste pour avoir l'attention des gens, mais apporter vraiment de la valeur.
Donnez aux autres que vous auriez voulu qu'on vous donne. Et ne soyez pas avare. Moi, j'ai fait cette erreur à des moments quand je débutais en ligne. Je voulais pas donner beaucoup en me disant, ouais, il faut que j'en garde sous le coude pour que les gens ils aient de la valeur derrière, etc. Mais ayez confiance en vous. Si vous donnez beaucoup, les gens seront tellement reconnaissants et vous seront tellement redevables qu'ils vont vous choisir vous pour vouloir avancer. Et, et croyez-le, c'est que vous en avez malgré tout encore sous la pédale. Et que même si vous donnez des informations seules, ça ne va pas faire avancer les gens. C'est donner des informations dans un ordre précis, avec un accompagnement. C'est ça aussi qui va les aider à avancer. Donc, n'ayez pas peur de trop donner. Justement, moi, j'ai mis en place une méthodologie que j'ai appelée la méthode Cicatrix, qui est hyper simple parce que j'en avais marre de voir du marketing compliqué. Après, quand on rentre dedans, bien sûr qu'il y a tous les leviers du marketing, mais c'est commencer d'abord par son client idéal. Alors, je dis C4X, qui a 4 C et un X. Premier C, c'est client idéal. C'est qui ton client idéal? Comprendre d'abord ça, comprendre comment il pense, qu'est-ce qui le motive, qu'est-ce qui fait qu'il se lève le matin, qu'est-ce qui fait qu'il a peut-être du mal à dormir, qu'est-ce qui fait que toutes ces choses-là qui sont vraiment importantes pour lui et qui sont avant tout émotionnelles, ça c'est le plus important. Le deuxième C, c'est le captiver, réussir à captiver, à avoir son attention et le captiver aussi avec une offre qui est capable de l'emmener vers une transformation. Le troisième C, c'est converser parce que c'est cette conversation qui va créer un lien humain. Et aujourd'hui, on peut toujours parler de B2B, B2C, mais on est plutôt sur du human to human, comme on dit. Donc, c'est vraiment une connexion humaine. Donc, c'est ça, pour moi, la conversation. Et conversation, même si on est introverti, on peut rentrer en conversation. Il y a toujours des moyens de créer un lien avec une audience. Pas besoin forcément de raconter sa vie, c'est bien de faire du storytelling, mais vous n'êtes pas obligé. Et je sais que beaucoup de personnes ont peur de raconter leur vie ou de se montrer. Et le quatrième C, c'est convertir. Donc ces personnes-là, après, c'est bien d'avoir capté leur attention, mais il faut aussi réussir à les convertir en clients. Et encore une fois, c'est vraiment dans la conversation. Moi, l'ensemble de mes clients, je les ai par téléphone. C'est ce qu'on va appeler, voilà, il y en a qui appellent ça du closing. Pour moi, ce n'est pas du closing. S'il y avait un autre nom, je dirais du opening parce que ça ouvre sur quelque chose de nouveau. Ça ne ferme pas, ça ouvre sur quelque chose de nouveau. Mais ça se passe par téléphone et c'est une conversation. Alors, il y a des manières de le faire. On ne va pas rentrer dans le détail là, mais il y a des manières de le faire pour que ce soit peut-être un peu plus efficace, pour toucher les bons leviers, etc. Mais en vrai, si vous avez cette volonté d'aider les gens et de converser, n'essayez même pas au début de coller un script, etc. Parce que le script, ça va plutôt vous bloquer. Donc, c'est ça, c'est entrer en conversation. Et, et le X, ben, c'est l'effet de levier parce qu'une fois qu'on a fait tout ça, eh ben, on le refait juste encore et encore. On améliore voilà, son avatar client, on améliore sa vente, on améliore sa communication, on améliore son produit, etc. Voir qu'on commence à avancer, on peut scaler, avoir non plus un seul avatar client, mais deux ou trois ou quatre, deux, trois offres, etc. Mais quand je dis simple, c'est un avatar client, une offre, un canal privilégié de communication plus l'email et un canal de conversion, entre guillemets, un parcours client. Même les tunnels de vente, arrêtez d'imaginer des trucs hyper compliqués. Un tunnel de vente, c'est un parcours client. Parler à quelqu'un sur Messenger, enfin rajouter une personne en ami, lui parler sur Messenger sans vouloir la spammer, mais vraiment dans la volonté de créer une conversation, échanger avec elle, et ensuite l'inviter à parler par téléphone, c'est déjà un entonnoir ou un tunnel de vente, c'est déjà un tunnel de conversion. Donc, faites des choses simples, faites des choses qui vous ressemblent et c'est ce qui va vous permettre d'avancer très vite, d'avoir les résultats qui vont vous permettre ensuite, si vous le souhaitez, et pour ceux qui entreprennent, de complexifier un peu les choses, de payer des gens qui le feront pour vous, etc. Mais sortez de la complexité parce que je vois beaucoup de personnes qui restent bloquées 1 an, 2 ans avant de lancer leur business juste parce que, en fait, ils voient une montagne, quoi. Voilà le message que je voulais délivrer aussi là-dessus. Et Oui, ça, c'est une question de mindset avant tout. De se ouais. dire que ce n'est pas forcément compliqué de gagner de l'argent, ce n'est pas forcément compliqué de gagner des clients. À partir du moment où on fait évoluer son mindset là-dessus, à partir du moment où on comprend qu'on n'a pas besoin d'être un expert en marketing, d'un expert de la vente, etc., là, on lâche prise et on fait les choses avec plus de simplicité et surtout plus de résultats. Ce que tu dis, c'est très, très, très important. C'est, je rajouterais même que il faut se concentrer sur les 4 points que tu as dit et se concentrer sur vraiment le process. Pas essayer de regarder le résultat immédiat, mais prendre du Ouais. plaisir dans les 4 points. Mais même le premier point, et pour moi, c'est le point zéro, c'est juste parce que moi, c'est le point de départ, c'est vraiment la personne, c'est l'individu. Si tu connais pas en fait, j'y pensais ce matin, je me disais, j'ai de la gratitude pour le fait que tous mes clients sont différents.
J'ai des clients qui sont business coach, j'ai des clients qui sont chanteuses lyriques, clients qui sont dans le vêtement, des clients qui sont dans le maquillage, des clients qui sont dans l'image, le graphisme. J'ai des clients qui sont tous différents les uns des autres. Et ce qui est important, c'est qu'ils ne s'identifient pas à moi. C'est les gens que j'ai envie d'attirer. Chacun est un leader à son niveau et chacun doit comment dire, enfin pas doit, c'est pas une injonction, mais en tout cas, j'invite chaque personne à se réaliser elle-même. Et il n'y a pas deux versions qui sont les mêmes. Si on s'écoute soi, si on est dans sa zone de génie, il y a une personne qui est venue me voir et qui avait des activités très différentes, une activité en cabinet dans l'énergétique, une activité plutôt d'accompagnement, une activité en communication, marketing. Ben, en fait, sa zone de génie, elle est au milieu de tout ça. Et en trouvant les bonnes choses, elle n'a pas eu un choix à faire, elle a juste eu, parce que ça, c'est une déformation, encore une fois, une déformation qui est liée au milieu scolaire, au milieu très franco-français de vouloir trouver un métier. Les gens cherchent un métier. Je suis business coach, je suis consultant marketing. Non, tu es toi et qui tu peux aider en étant toi dans ta zone de génie. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Et d'ailleurs, la plupart de mes clients, en vrai, on ne pourrait même pas leur donner un nom de métier parce que ce qu'ils font est juste unique et exceptionnel. Et c'est ce qui m'intéresse aussi. Et c'est ce que c'est pour ça que ma, ma, ma baseline, c'est sois toi et crois en toi. Sois toi, c'est hyper important. Et croire en soi pour y aller, pour se faire confiance, c'est aussi une chose importante. Mmh. Et se concentrer sur ce qu'une action va nous apporter et pas sur ce qu'on voudrait que l'action ne nous apporte pas. Par exemple, je vais mettre une vidéo en ligne, je me concentre sur ce que ça va m'apporter, sur que je puisse être visible pour aider les gens, au lieu de ouais, mais je pourrais me faire rejeter. On pourrait ne pas aimer ce que je dis. Eh ben, tu vois, on en revient toujours au même point. C'est quand on est encore dans le bas de la pyramide de Maslow en mode survie, on est auto-centré, un peu nombriliste. Et d'ailleurs, c'est dans cette partie, dans la partie du ventre, là où il y a toutes les angoisses, tous les trucs, c'est concentré trop là. Et justement, c'est quand on est dans cette zone-là, plutôt survie reptilienne, etc., qu'on pense à soi, en fait, qu'on est en mode mais que vont dire les gens? Est-ce qu'ils vont me rejeter? Est-ce que je vais avoir des haters? Est-ce qu'ils vont dire que je ne suis pas assez pro, etc. Quand on arrive à s'élever, à passer à un autre niveau de conscience, là, on est plutôt sur les autres. Ok, moi, ma personne, ça compte, mais ce n'est pas le plus important, en fait, que je me fasse rejeter. En fait, c'est même insignifiant, puisque l'objectif, c'est d'aider des gens, comme tu disais. Et ça, c'est un petit tip que je peux donner à des personnes. Si vous vous retrouvez face à une grosse difficulté, vous avez du mal à faire quelque chose, évaluez juste, essayez un moment de regarder qu'est-ce que ça sert de plus grand que vous et de vous attacher émotionnellement à cette chose-là en se disant, OK, même pour des tâches à la con que la plupart des indépendants, des entrepreneurs n'aiment pas faire, et parfois au début, ils ne peuvent pas le déléguer, genre la compta, les trucs comme ça, c'est de se dire, ne pense pas juste à la compta en tant qu'un truc chiant à faire. Pense-le en termes d'une manière pour toi d'avoir le regard sur tes finances et d'être un entrepreneur qui, justement, sait regarder ses finances. Regarde-le comme une tâche qui va te permettre d'avoir une entreprise saine pour que tu puisses avancer et scaler sans avoir de mauvaises surprises, sans avoir un redressement fiscal, sans avoir un truc qui va baisser ton niveau d'énergie parce que tu seras justement voilà. Et si tu mets une attache émotionnelle comme ça vers quelque chose de plus grand, vers l'impact que tu peux avoir ou vers les autres ou vers une vision qui est un peu plus, qui te stimule, tout d'un coup, les tâches paraissent moins ingrates à faire. Et ça pour moi, c'est important, mais on en revient toujours au même point en fait de l'émotionnel, quoi, du levier émotionnel. Mmh. Ok, bon, je rajoute rien, mais j'ai envie de rajouter plein de Ouais. trucs, mais ça Ouais, fait, sinon, je ça va sais, durer tu sais, des quand on est heures. dans des interviews comme ça, on a tellement envie d'aller loin que ça pourrait durer des heures. Ouais. Merci beaucoup en tout cas pour tout ça, pour ton temps. Où est-ce qu'on peut te retrouver si des personnes veulent aller plus loin, veulent savoir Si des plus sur personnes toi? veulent aller plus loin, on peut me retrouver soit sur Facebook, Gentleman Motivateur, ou Canmagne, ou alors sur Instagram, sur Gentleman Motivateur. Voilà. Ok. C'est le bon point d'entrée pour pouvoir un peu mieux me connaître et puis interagir éventuellement. Et si vous avez aimé l'interview, n'hésitez pas à mettre un pouce, à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin et à aller regarder l'interview précédente si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà. Merci beaucoup, Exactement. Can. Et tu sais, il y a juste une phrase que j'aime beaucoup. C'est, alors je m'en souviens pas exactement précisément, mais on dit, vous pouvez peut-être pas changer le monde, mais vous pouvez, alors c'est plus, je sais plus ce que c'est vous pouvez
présenter quelqu'un qui peut changer le monde ou quelque chose comme ça. Bref, mais c'est juste pour dire, parfois, vous savez, vous avez l'impression que, bon, on se dit, ouais, mais moi, je ne peux pas vraiment avoir un gros impact, mais partager une vidéo comme ça qui va planter une graine auprès d'un ami. Moi, il y a des vidéos que j'ai partagées, notamment, c'est une vidéo d'Irène Grosjean sur la nourriture et les bien-être, etc. Il y a des personnes qui ont eu de très, très bons effets sur leur santé juste parce que j'avais partagé cette vidéo sur Facebook et ils m'en ont parlé des années après. Je ne savais même pas en me disant bah, merci, c'est quand tu as partagé cette vidéo, ça a changé ma vie. Donc, des interviews comme ça, que ce soit ça ou d'autres vidéos, partagez et dites-vous que vous apportez aussi de la valeur en partageant aux autres. Et c'est comme ça aussi que vous posez votre première pierre à l'édifice et que vous devenez des créateurs de valeur. Créateurs de valeur, ce n'est pas forcément uniquement se mettre devant une caméra, parler et faire des vidéos, c'est aussi partager et devenir quelqu'un qui apporte aux autres en leur apportant les bonnes informations. Voilà. Wow. Merci pour ce mot de fin. On va terminer Ouais. sur ça. C'était Bah, merci à toi et puis merci à vous d'avoir regardé cette vidéo merci. jusqu'au bout. À bientôt.